SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue dans Génération Innovation, l'émission qui donne chaque semaine la parole à ceux qui changent le monde. Et aujourd'hui, à quelques jours du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui aura lieu à Paris du 6 au 11 février prochain, eh bien, je vais donner la parole à un grand expert français de cette technologie. Depuis 20 ans, il développe des solutions révolutionnaires qui permettent notamment à des opérateurs de vidéoprotection d'agir au plus vite en cas de danger imminent, à des institutions bancaires de détecter des transactions douteuses ou des fuites de données et à l'industrie pharmaceutique de prévenir les risques de non-conformité. Ces logiciels sont développés en France, notamment à Rouen, en Normandie, et ils sont vendus dans le monde entier. C'est une success story comme on aime à la française, signée Yassir Karout. On vous la raconte tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Yassir Karout, bonjour à vous. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir sur Sud Radio et surtout merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous êtes serial entrepreneur. Aujourd'hui, vous êtes président de Neuroo et RedLab, deux entreprises innovantes. Alors, l'une est spécialisée dans l'analyse d'images en temps réel et l'autre dans les services numériques, le traitement de données de masse, la sécurisation des transactions et la traçabilité des produits. L'une de vos dernières innovations est une tour de contrôle pour l'IA générative. Alors avant de nous expliquer à quoi sert cette tour, dites-nous ce qu'est exactement l'IA générative. Excellente question. Alors, les IA génératives, je parlais plutôt au pluriel, c'est un ensemble de technologies qui utilisent des algorithmes pour créer des nouvelles données, que ce soit du texte, des images, de la musique ou même des vidéos. Ces systèmes sont génératifs parce qu'ils ne se contentent pas de reproduire des données existantes, comme on l'a connu avec d'autres IA par le passé, mais ils ont cette capacité d'analyser pour ensuite produire un contenu original, souvent en s'appuyant sur des modèles mathématiques complexes. Donc pour simplifier, imaginez un artiste virtuel, après avoir étudié l'ensemble des œuvres qui existent dans le monde, cet artiste numérique décide de créer de nouvelles pièces inspirées des styles, des techniques qu'il a appris. Et c'est ce que fait une IA générative, mais avec des données. Ah oui, alors les applications des IA génératives sont très vastes et très variées. Quelles sont-elles concrètement? Alors, ce n'est que le début. Donc on a commencé avec notamment l'arrivée du premier modèle d'OpenAI, le fameux ChatGPT, qui est connu dans le monde entier. Mais un ensemble de choses qui sont déjà possibles, et ce n'est que le début, comme je disais. Un exemple concret, c'est la création de contenu, car ces IA génératives permettent de produire automatiquement n'importe quel texte, n'importe quelle image, voire même de la musique. Par exemple, une IA générative peut aider des écrivains en suggérant des phrases ou générer des illustrations pour leurs livres. Ça peut être aussi utilisé dans le design et l'art, voire même jusqu'à la simulation et la recherche. À ce moment-là, par exemple, dans le domaine scientifique, elles peuvent générer des scénarios hypothétiques pour explorer des solutions ou des résultats potentiels avant même de les tester dans le monde réel. Alors concrètement, quel type de scénario justement? Alors, par exemple, il y a quelques scénarios auxquels je pense rapidement, même sans être un grand amateur de jeux vidéo ou de divertissement. Mais on a déjà un apport qui est assez intéressant et très riche en contenu, notamment quand il est question de créer des mondes, des histoires générées de manière dynamique, et ce qui augmente principalement l'immersion, en tout cas, des utilisateurs. Dans l'éducation et la formation, je trouve que c'est un élément assez intéressant. Parce que les IA, au fait, en gros, peuvent créer des environnements d'apprentissage hyper personnalisés. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, si on prend un exemple, on essaye de transmettre de l'information, transmettre du savoir à un ensemble d'individus uniques. Et là, l'utilisation des IA génératives peut nous permettre, par exemple, de générer des exercices et ou des explications très adaptées au niveau et au style d'apprentissage de chaque élève. Oui, donc ces IA permettent donc d'augmenter notre capacité à innover et à créer tout en automatisant donc certaines tâches, mais ce n'est pas sans risque. Parlons donc à présent de votre tour de contrôle. À quelles problématiques répond-elle concrètement? Alors, c'est un très bon point. Je prends par exemple, en ce moment, on est en train d'échanger. Je vous ai parlé que les données ce qu'on est en train de produire des données. Ces données-là vont être
stockées quelque part et vont devenir immuables, qu'on le veuille ou pas. Et bien ces données-là vont enrichir des futurs IA génératifs. C'est-à-dire que là, on est déjà en train de travailler vers des IA, sans le vouloir, et voire même sans le savoir. Et en fait, parmi les risques, en tout cas, que nous avons réussi à identifier et sur lesquels nous avons décidé de nous attaquer rapidement, il y en a un certain ensemble, mais pour faire simple, on va commencer par des risques principalement liés à la violation de la confidentialité. D'accord ? Les données transmises peuvent, à n'importe quel moment, si elles sont transmises à des IA génératifs publics, évidemment, c'est à toutes les questions, peuvent être interprétées et utilisées avec ou sans consentement. Dans des pays, imaginez, où les lois sur la protection des données sont faibles ou voire inexistantes, c'est ce qui est en train d'arriver de plus en plus, il y a un risque accru que les informations soient partagées, vendues, exploitées à des fins malveillantes. Imaginez par exemple, on est toujours dans la confidentialité, on a nos voix qui sont dans les ondes, qui vont être enregistrées, on a nos visages qui sont filmés. Et comme je le disais avant, un IA génératif est capable de générer. Rien ne nous empêche de générer la même voix avec le même visage et nous faire dire ce qu'on ne voulait pas dire ou ce qu'on n'est pas censé dire. Ensuite, il y a d'autres risques, notamment l'exploitation des données. Ce que je disais, les données personnelles et confidentielles, elles peuvent être utilisées pour des activités d'espionnage industriel, de surveillance ou de cybercriminalité, j'en passe. Il y a l'atteinte à la réputation. Donc si les informations confidentielles sont divulguées, cela peut causer des dommages importants à la réputation de l'individu ou de l'organisation concernée. Une telle fuite pourrait affecter la confiance des clients, des partenaires et du public, en tout cas, envers cette organisation. Enfin, il y a l'incompatibilité juridique. Parce que, mine de rien, nous partageons des données qui contredisent la loi sur la protection des données dans le pays de l'utilisateur, et il y en a, comme la réglementation générale sur la protection des données en Europe. Cela pourrait exposer l'organisation à des sanctions légales, voire même des amendes. Et enfin, un élément qui est vraiment important, et là je me positionne plus d'un point de vue organisationnel, c'est la perte de contrôle. Une fois qu'on envoie des données sur des IA génératives externalisées, où des professionnels peuvent évidemment analyser ces genres d'informations et des acteurs malveillants peuvent créer des armes informationnelles. Et c'est exactement ce qui se passe. Oui. Eh oui. Alors vous, comment votre tour de contrôle réduit le risque de fuite de données ? Alors, un des principaux objectifs de notre tour de contrôle est évidemment de protéger les données sensibles au personnel des utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec des IA génératives externes. D'accord ? Il offre une couche de sécurité supplémentaire en empêchant la transmission involontaire ou volontaire, aussi ça arrive, d'informations confidentielles, tout en assurant la conformité aux réglementations en matière de protection des données. Donc c'est un processus, on le fait d'une certaine manière. On le fait en suivant un processus de 4 étapes qui commence par, toujours d'abord, l'analyse du trafic. L'idée étant l'interception en temps réel, puis l'analyse des demandes des utilisateurs destinées aux IA génératifs. L'objectif étant d'identifier des données sensibles ou personnelles qui pourraient être transmises. Deuxième élément, ça va être le filtrage. Par exemple, le filtrage des données va nous permettre d'empêcher ainsi des transmissions de données sensibles ou personnelles vers les IA génératives externes. Nous pourrons également appliquer des règles de confidentialité prédéfinies, etc. L'anonymisation de données, très important. L'idée, c'est de ne pas, décourager les organisations à utiliser ça. C'est hyper puissant et ça a beaucoup de valeur. Donc, ce qu'on fait, c'est on invite, en tout cas, à toujours faire en sorte d'anonymiser les données. C'est avant les transmissions aux IA génératives. Et c'est exactement ce que fait notre plateforme. Oui. Et enfin, le contrôle d'accès, et j'en passe. Et oui. Alors, prenons un exemple concret, celui de ChatGPT. Si cette intelligence artificielle, donc si elle est mal utilisée, elle peut donc être dangereuse. Quels conseils vous pouvez donner aujourd'hui aux utilisateurs ? Alors, il y a un ensemble d'éléments que je peux partager avec les utilisateurs, alors que ce soit dans le cas d'organisation ou à titre personnel, comme on en a déjà parlé évidemment. Un des premiers éléments, c'est protéger vos informations personnelles. Ne partagez jamais d'informations sensibles, que ce soit vos données bancaires, votre mot de passe, votre adresse, ou n'importe quelle information qui pourrait vous identifier à titre personnel. Ensuite, ne pas divulguer d'informations confidentielles. Donc on sort de l'information personnelle à l'information confidentielle, où on va s'intéresser plus aux organisations, même si y a de l'humain toujours derrière. Donc il est important d'éviter de discuter ou d'échanger avec des IA génératifs publics sur des sujets sensibles, qui peuvent être des secrets commerciaux, qui peuvent être des informations sur votre entreprise, d'ordre financier potentiellement, ou tout autre contenu sensible qui pourrait compromettre, en tout cas, votre sécurité et celle de votre entreprise. Ensuite, bien évidemment, il faut être prudent
et faire preuve de discernement pour garder à l'esprit qu'une IA générative reste un programme, basé certes sur des algorithmes avancés et une quantité de données impressionnante, mais qu'il peut parfois donner des réponses erronées ou inexactes. Donc toujours à vérifier. Alors aujourd'hui, vous, votre tour de contrôle, vous la vendez à qui? Qui sont vos clients? Alors, avant de parler de qui sont mes clients, je vais dire pourquoi j'ai des clients en ce sens. En fait, un des éléments plus important pour moi dans ce type de problématique, en tout cas technologique, c'est l'envie de le créer en interne. Pour des raisons financières, organisationnelles, etc., j'invite déjà, en tout cas, l'ensemble des organisations à ne pas chercher à le créer en interne. Pourquoi? Parce que pour des coûts exorbitants, des difficultés à maintenir, on n'obtiendra rien que de l'insatisfaction de nos utilisateurs. Maintenant, pour quel client? Je ne vais pas citer le nom, évidemment, pour des raisons de confidentialité, mais je peux vous parler d'une quinzaine qui partagent quelques particularités. Et ils se reconnaîtront. La première, c'est que c'est des clients qui connaissent et savent très bien ce qu'ils font sur le sujet. Deuxième élément, c'est des personnes qui ne possèdent pas les compétences techniques nécessaires et ne possèdent pas non plus de budget informatique conséquent pour les avoir ou pour créer quelque chose d'interne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes qui sont pragmatiques. Oui, en tout cas, vos clients sont en France et surtout évidemment, oui, à l'international. Et dans un instant sur Sud Radio, eh bien, on va parler d'une autre de vos innovations, un logiciel qui lui permet de prévenir les tueries de masse et les incendies. Vous le vendez aussi dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Et on en profitera pour parler effectivement de la tech américaine qui connaît actuellement un grand bouleversement. À tout de suite sur Sud Radio. Seed, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. De retour dans Génération Innovation avec Yassir Karout, expert français en data et créateur de logiciels d'intelligence artificielle. Et Lidjé Stewart vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous, Lidjé. Alors, vous dirigez la branche Amérique de Neuroo, la jeune entreprise innovante fondée et dirigée donc par Yassir Karout. Aujourd'hui, alors, la tech américaine connaît un grand bouleversement. Mardi, vous avez donné une conférence sur ce sujet à la Normandie Web School de Rouen. Qu'est-ce que ça présage pour la French Tech? So in the US, a key thing is quantum computing, along with AI technology. Un des plus grands enjeux en ce moment aux États-Unis, c'est principalement l'ordinateur quantique et les technologies d'intelligence artificielle. So I think what you'll see here more often in French Tech, besides the evolution of AI integration, is more around the type of compute or necessary compute in order to process it. Il y a beaucoup de choses à regarder de très près, au-delà de la partie purement logicielle, à savoir la création des intelligences artificielles. Il y a énormément d'enjeux autour du matériel informatique, notamment utilisé pour créer ces intelligences artificielles. Et oui, alors ces dernières années, l'IA a connu une progression exponentielle que nul n'avait anticipée. Elon Musk prédit que d'ici 2029, elle sera plus intelligente que l'ensemble des humains. Vous, quel est votre avis sur cette question? The 29 prediction about that Elon Musk. 29 prediction, yes. The global AI smarter than all humans. So from my point of view, I believe AI is at a young stage right now, like a youth, 3-year-old, 4-year-old. So, and the amount of data that's available to train it there's not enough data. So to have an autonomous environment by 2029 is, I think, a little far-stretched, but it will evolve a great deal. Donc, je pense que d'ici 2029 me paraît un peu très court, et cela pour la simple raison que aujourd'hui, nous considérons que les IA qui sont sur le marché sont encore des tout petits enfants, voire même des bébés, et que d'ici 2029, avec comme objectif de faire des adolescents, voire plus grands, ça risque d'être légèrement compliqué pour la simple question qu'à ce jour, nous ne disposons a priori pas assez de données pour atteindre ce niveau qui est recherché. Yassir Karout, vous, quel est votre avis personnel sur cette question? Alors, nos avis divergent là-dessus, car moi je pense que nous allons y arriver. Et il suffit pour cela de regarder à quelle vitesse ça va en ce moment. Si ça continue, et je suis convaincu que ça va continuer, voire s'accélérer, je pense qu'on va trouver un moyen de combler cet énorme trou de données
qui va nous manquer pour les atteindre. Alors Yassir Karout, en 2021, vous avez créé un logiciel qui permet de prévenir les tueries de masse et les départs de feu. Vous le vendez partout dans le monde entier. Avant de nous expliquer comment il fonctionne, dites-nous ce qui vous a poussé à le développer, ce logiciel. Alors, ça pourrait presque être une anecdote, mais ce qui nous a poussé à le développer, c'est tout simplement le Covid-19, ce qui nous a incité à chercher des solutions innovantes aussitôt. Et ce qui a été drôle, c'est qu'on a commencé par créer un logiciel qui permet de compter les masques, pour être sûr qu'il y a assez de masques disponibles auprès de la population, etc. Mais bien au-delà de ça, cette expérience nous a permis surtout de comprendre tout le potentiel qu'on a dans l'analyse d'images. Eh oui. Alors, comment fonctionne ce logiciel, effectivement, qui permet donc de détecter des armes et des départs de feu? Alors, c'est une très bonne question. Eh ben, ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue au propos des IA génératives. Là, c'est un autre type d'IA, plutôt d'IA connu pour de computer vision, on va dire. Et en fait, il fonctionne tout simplement avec des algorithmes sophistiqués aussi pour analyser des images directement provenant des caméras. Ces algorithmes sont entraînés à reconnaître des situations spécifiques, notamment les fameux départs de feu ou le port d'armes lourdes. Ah oui. Et il s'intègre donc aux principaux systèmes de vidéosurveillance du marché, c'est ça? Absolument. L'idée, c'est de ne pas réinventer la poudre. L'idée, c'est de venir et d'augmenter l'ensemble des systèmes qui sont déjà sur le marché, et cela à l'échelle mondiale. Alors concrètement, comment ça fonctionne quand une situation suspecte est détectée? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce n'est pas compliqué. Dès qu'une situation suspecte est détectée, on envoie une alerte instantanément, on parle vraiment de temps réel, à un opérateur de vidéosurveillance qui, lui, saura par exemple faire le nécessaire. Ah oui. Et ce logiciel peut comment dire, superviser combien de vidéos en même temps? Alors, l'avantage du logiciel, c'est que tout est une question de puissance de calcul. À savoir que ce logiciel fonctionne parfaitement pour une vidéo, comme il peut fonctionner pour des millions de vidéos. Tout est question de puissance de calcul. Ah oui. Et la détection donc se fait en temps réel. C'est l'un des atouts majeurs de cette innovation? Absolument. Un des atouts majeurs, qui nous a généré aussi de la complexité pour le créer, c'est principalement cette notion de traitement de temps réel. La vidéo étant une des données les plus lourdes qui existent aujourd'hui dans les systèmes d'information. Ah oui. Alors sur le marché, on le sait, il existe quand même déjà des techniques pour détecter notamment des départs de feu, ces fameuses caméras thermiques. Vous, en quoi ce logiciel est plus performant que les solutions qui existent aujourd'hui? Alors bien au-delà de la notion de performance, notre solution est un complément à des systèmes qui existent déjà. Même si on prend les détecteurs de fumée à l'intérieur, c'est d'une utilité monstre et d'une fiabilité monstre. Nous, on va plutôt chercher à compléter ça par notamment s'attaquant à des zones qui ne sont aujourd'hui absolument pas couvertes par ce type de solution, parce que impossible, on prend à l'extérieur, les feux d'air extérieurs, comment on les détecte. Ensuite, on a d'autres éléments de différenciation qui vont un peu plus loin, et une des plus importantes à mes yeux, et c'est exactement la question de ce qui se passe au niveau géopolitique sur le matériel, c'est l'indépendance au matériel informatique spécifique. Donc la plupart des logiciels d'analyse d'IA, d'analyse d'images par IA notamment, nécessitent un matériel spécifique, ce qu'on appelle les fameuses cartes graphiques. C'est ce qui explique la guerre qui se passe en ce moment entre les États-Unis et la Chine. Et oui, il faut expliquer que ces cartes graphiques, effectivement, sont essentielles dans le domaine de l'IA, car effectivement, elles permettent de réaliser des calculs très rapides et efficaces. Et effectivement, vous venez de le dire, ce sujet fait polémique. Absolument. En deux mots, pourquoi? Alors, il fait polémique. Lidji aussi en a parlé tout à l'heure, quand il a dit qu'il faut s'intéresser beaucoup à la partie matérielle, c'est que toute la partie logicielle qui existe dans le monde repose sur du matériel. Ce qu'on a toujours considéré aujourd'hui comme de la commodité est devenu stratégique, tout simplement. Ah oui. Alors revenons à votre logiciel qui permet donc de prévenir les tueries de masse et ces départs de feu. Donc aujourd'hui, vous le vendez à qui précisément? Alors, on l'envoie à un ensemble d'organisations. Donc déjà, au niveau géographie, on est installé, on vend déjà en Asie, hors Chine évidemment. Amérique du Nord, qui est portée notamment par les équipes de Lidji, qui nous a rejoint il y a un peu moins d'un an. Et on a aussi l'Amérique du Sud, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Au fait, beaucoup de nos clients, si ce n'est pas tous, opèrent ce qu'on appelle des sites à caractère sensible, ou voire des OIV, comme on appelle en France, souvent dotés d'infrastructures qualifiées de critiques et abritant des activités cruciales, liées par exemple aux produits chimiques, transmission d'énergie, approvisionnement en eau. Et c'est exactement le type de client que nous ciblons à ce jour.
Et oui, et par exemple aux États-Unis où il y a eu effectivement de nombreuses fusillades de masse dans les écoles, 84 en 2024, vous avez équipé de nombreuses écoles à ce jour? Nombreuses, je n'irai pas jusque-là, mais on équipe certains établissements, notamment dans l'État de l'Illinois. Et nous sommes en train de travailler pour équiper l'État de la Floride aussi. Et concrètement, là, on sort un peu du schéma qu'on a pensé, en tout cas à l'échelle européenne et dans d'autres sites, notamment les sites critiques. Là, on est vraiment sur des lieux publics accueillant des enfants. Donc, on parle principalement de lycées ou de universités. Et en France, est-ce que vous avez réussi à vendre ce logiciel? Alors, en France, nous le vendons aussi, évidemment. La seule différence, c'est qu'on le vend dans le cadre d'une expérimentation. C'est-à-dire? Qui est autorisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi, en tout cas française, notamment celle des Jeux Olympiques, nous autorise à expérimenter certaines fonctionnalités dans des cadres bien précis et bien définis. Et moi, ça me va très bien. Mais par contre, donc on a cette réglementation, nous nous attaquons principalement au marché à l'étranger en attendant qu'il y a une certaine maturité au niveau du marché français. C'est-à-dire concrètement, cette réglementation vous empêche, par exemple, d'installer votre logiciel dans des écoles françaises? Par exemple, oui. Ah, incroyable! Mais je comprends cette nécessité de protéger en tout cas les droits des individus. Une fois de plus, je m'adapte à la réglementation du pays où je suis. Aux États-Unis, ça ne pose aucun problème, je m'installe aux États-Unis. Ouais. Toutes vos innovations sont made in France? Absolument. Toutes nos innovations sont développées non seulement en France, mais en Normandie. Ah oui, la Normandie, c'est votre département de naissance, c'est ça? Alors, pas de naissance, mais d'adoption. Et je suis particulièrement attaché. D'accord. Et vous vivez où en Normandie? Alors, j'habite à 15 minutes de Rouen, dans un petit village de 900 habitants. Avec la fibre, ça me suffit. Il faut le raconter, là on est pris par le temps, mais cette passion pour l'informatique, eh bien vous la nourrissez depuis l'âge de 7 ans. Vous reviendrez nous vous en parler dans Génération sur Sud Radio. Merci à vous Yassir Karout et Lise J. Stewart d'être venus sur Sud Radio. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Génération Innovation. D'ici là, vous pouvez réécouter cet épisode en podcast ou en replay sur l'appli Sud Radio, sur sudradio.fr ou sur nos réseaux sociaux. Bon week-end à l'écoute de Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous a présenté Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso.